tous. Si vous êtes là, ce dont je vous remercie, c'est probablement parce que vous travaillez en ce moment à une transition digitale ou une transformation digitale de votre entreprise. Et ce que je vous propose pendant ces 20 minutes, c'est d'utiliser les chemins de traverse, de faire des petits détours et d'aller faire un détour du côté d'un phénomène assez nouveau, si ce n'est récent. Il n'est pas récent, mais il est décrit de façon récente, celui des entreprises libérées. Parce que je pense que nos organisations ont plein de choses à aller piocher chez ces entreprises pour réaliser leur transformation numérique. On va commencer par une définition de la digitalisation. C'est la définition que nous, on manipule couramment chez Octo. Et la digitalisation, c'est l'impact sur les entreprises et les organisations du fait que les gens et les objets soient interconnectés en permanence, en tout lieu et pour tout type d'usage. Pour ceux qui étaient à l'USI l'an dernier, il y avait une petite musique récurrente entre plusieurs sessions qui expliquait que quand une innovation de rupture, et Internet est une innovation de rupture, apparaissait, il y avait deux moments. Un moment pendant lequel on utilisait cette innovation de rupture avec les modèles du passé. Et puis après, il y a un moment de bascule où on commence à construire le monde de demain en utilisant cette innovation de rupture. Et la digitalisation pour les entreprises, à mon sens, c'est cette bascule-là. C'est le moment où les entreprises prennent conscience que les technologies Internet sont une façon de réécrire leur futur. Alors, en fait, la plupart des entreprises ont commencé à faire des choses autour de la digitalisation et elles ont toutes à peu près les mêmes étapes, les mêmes démarches, plus ou moins dans cet ordre-là, mais typiquement, on va commencer par avoir une présence sur une page Facebook, une présence sur les réseaux sociaux. On va associer ça très vite à un fil Twitter. On va très rapidement lancer une application iPad, smartphone ou tablette, qui est connectée au système d'information. Puis, très couramment, on va lancer une initiative autour des réseaux sociaux au sein de l'entreprise pour favoriser la collaboration. On va faire son premier POC Big Data ou lancer son Digital Lab ou son Data Lab. Et puis, pour souscrire à la mode du moment, on va probablement lancer également un hackathon pour essayer de moissonner la puissance de la foule. Et puis, au final, malgré tout, quand les entreprises se regardent dans la glace, eh ben, elles peuvent souvent avoir cette impression-là, qui est on a toutes les caractéristiques du petit bonhomme vert, mais fondamentalement, on n'est pas tout à fait le petit bonhomme vert. Et on ne sait pas trop pourquoi, malgré tous nos efforts, on ne ressemble pas tout à fait au petit bonhomme vert. Alors, on va faire un petit jeu. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a rien à gagner. Je vais vous demander quelle est, d'après vous, l'entreprise au monde qui symbolise le mieux l'entreprise digitale. Alors là, il y a plein d'octos qui se sont mis là pour failloter, donc je vais partir par là. Google, qui d'autre? Amazon, qui d'autre? Walmart, ah, intéressant. Qui d'autre? Yahoo, ok. Souvent, alors à l'exception de Walmart près, souvent quand on pense digital, on pense à des digital natives companies, donc des compagnies qui sont tombées dans le digital tout petit. Elles ont toujours vécu que ça. Elles ne connaissent que ça. Et d'ailleurs, si vous leur demandez « est-ce que vous êtes une compagnie digitale ?», ils vont vous regarder avec des grands yeux, ils ne vont pas vraiment comprendre ce que vous leur dites. C'est comme si je vous demandais « est-ce que votre compagnie est électrique ?» Pareil, vous n'allez pas comprendre. L'électricité fait partie de votre mode de fonctionnement. Et bien, le digital, ça fait partie de... C'est naturel pour elles, c'est comme l'air qu'elles respirent. Donc, elles ne se définissent pas vraiment comme digitales. En revanche, il y a un point qui est intéressant quand on regarde ces entreprises, et qui est assez récurrent, c'est qu'elles parlent très souvent de culture. Et je vais vous donner quelques exemples. Le premier, alors, qui est allé à la conférence de Netflix ce matin? Un petit tiers. Moi, je n'ai pas pu y assister, mais visiblement, c'était vraiment très intéressant. Et Netflix a parlé de la culture. On m'en a dit le plus grand bien, donc quand vous aurez la vidéo à disponibilité, n'hésitez pas à y aller, parce que j'ai déjà entendu parler Adrian Cockcroft, et c'est vraiment exceptionnel. Netflix a publié, il y a quelques années déjà, un manifeste qui s'appelle, ça ne s'invente pas, Netflix Culture, Freedom and Responsibility. Et vous pouvez le trouver sur SlideShare. Ce document fait à peu près 100 slides. C'est un bijou de description de la culture de l'entreprise. Et je vous donne juste une citation. Nous passons notre temps à essayer d'améliorer notre culture au fur et à mesure que nous grossissons. Nous essayons de devenir meilleurs en permanence dans ce que nous faisons. Premier exemple. Autre exemple. J'aurais pu vous en donner 10. Chez Zappos, dont le CEO est Tony Hsieh, voilà ce qu'il disait lors d'une interview. Nous voyons vraiment la culture comme notre asset, notre priorité numéro 1. Si nous avons une culture adaptée, correcte, si nous avons la bonne culture, pardon,
Construire une marque dont l'objectif sera de délivrer le meilleur service client découlera de soi-même. J'aurais pu vous rajouter Mark Zuckerberg. Si vous relisez le manifeste qu'il a signé pour l'introduction de Facebook en bourse, vous avez des passages entiers sur la description de ce qu'est la hacker culture. Chez Zappos, ils ont créé un poste qui est Culture Architect, parce que la culture est quelque chose d'éminemment important pour eux. Et donc je vous fais cette proposition qui est que pour devenir une entreprise digitale, il faut agir sur la culture d'entreprise. Qu'est-ce que la culture d'entreprise? On aurait fait cette présentation il y a un mois, je vous aurais dit, vous avez 4 heures. Mais on n'a pas 4 heures. Donc je ne vais pas répondre à cette question. C'est éminemment philosophique, c'est très compliqué de définir ce qu'est la culture. Je vais faire l'impasse là-dessus, vous m'excuserez ce petit raccourci. On va juste s'attacher sur une caractéristique de la culture d'entreprise, et c'est ce que j'appellerais son hyperstabilité. La culture d'entreprise a cette fâcheuse tendance à revenir à l'endroit d'où elle est partie chaque fois qu'on essaye de la déplacer. Alors, il y a des gens qui disent aussi qu'elle est autopoïétique, donc ça veut dire que malgré les perturbations de flux d'entrée et de flux de sortie, elle va rester la même. S'il y a des gens qui rentrent et des gens qui sortent, il va quand même y avoir une stabilité de la culture dans l'organisation. Donc c'est pénible. On dit que pour devenir digital, il faut déplacer, changer sa culture, mais la culture a tendance à rester à la même place. Comment on va s'en sortir? Et c'est là que le passage vers l'entreprise libérée va peut-être nous donner des pistes. La technique me joue quelques tours, j'arrive. Alors pour le coup, je ne vais pas vous faire l'affront d'échapper à la définition de ce qu'est une entreprise libérée, parce que ça, c'est moins stabilisé pour l'instant. Je vais utiliser la définition d'Isaac Gates, qu'on peut considérer, je pense, comme l'inventeur du terme entreprise libérée en France. L'entreprise libérée, selon lui, c'est une entreprise où les salariés sont libres et responsables d'entreprendre toutes les actions qu'ils estiment les meilleures pour l'entreprise. Quand on pousse la définition à un cran plus loin, il y en a qui disent que c'est une entreprise où on a supprimé les managers. Restez dans cette salle si vous êtes manager, parce qu'on va considérer que ce n'est pas une obligation et qu'on peut continuer à travailler même s'il y a des managers dans l'entreprise et qu'on peut avoir des actions de libération de l'entreprise. On pourrait en débattre pendant très très longtemps, mais là encore, on ne va pas le faire ici. Donc une entreprise libérée, c'est une entreprise où tout le monde peut entreprendre des actions qui vont dans le sens commun de l'entreprise. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont toutes des caractéristiques à peu près communes, et je vais en détailler certaines maintenant. La première caractéristique sur laquelle je vais passer... Ah non, oui, non, je vais quand même vous dire quels sont les exemples d'entreprises libérées qu'on peut avoir. Celles que je vous ai notées là, ce sont celles qui sont très documentées. Donc chaque fois qu'il y a un bouquin qui sort sur les entreprises libérées, vous avez 4 de ces 6 noms qui sortent à peu près inévitablement. Donc Favi qui fait des fourchettes d'embrayage en Picardie, Chronoflex qui fait de la maintenance de tuyaux flexibles dans le pays nantais, Semco qui est une boîte qui originalement faisait des pompes industrielles au Brésil, Poult qui est une biscuiterie française, Gore qui fait les vêtements, les textiles techniques Gore-Tex, Morningstar qui est une boîte californienne qui fait de la conserve de tomates. Vous voyez, c'est assez varié, c'est plutôt industriel, c'est ce que je vous ai pris. J'aurais pu vous rajouter le ministère de la Santé belge, qui est aussi dans ce type d'approche. Enfin, voilà. Je vous en ai pris 6. Il y en a des dizaines qu'on commence à connaître. Il y en a des centaines, dont certaines qui ne font pas de pub, dont on n'a jamais entendu parler, mais qui sont quand même en train de faire de la recherche dans ce sens-là. Et donc, du coup, quelles sont les caractéristiques de ces entreprises libérées? Ce qui était très frappant, c'est que... Alors c'est ça qui est intéressant, hein. Ces entreprises, c'est souvent des entreprises qui sont parties d'une culture et qui ont changé de culture pour arriver à quelque chose d'autre. Et souvent, à l'origine de ce basculement de culture, il y a une révélation de la part des dirigeants de l'entreprise. Pas toujours, mais presque dans 80% des cas. Semco, par exemple, donc l'entreprise qui fait des pompes. Le manager de l'époque, c'est l'héritier de la famille, donc qui hérite de cette belle entreprise familiale, et il bosse comme un dingue, et à 25 ans, il a une alerte cardiaque. C'est quand même pas banal. Donc son médecin lui dit, il faut vraiment que vous changiez quelque chose, sinon vous n'allez pas durer très très longtemps. Et il se dit, voilà, il faut que je change quelque chose dans mon entreprise, parce que sinon je vais y laisser ma peau. Si vous prenez Chronoflex ou Poult, ce sont des entreprises dont les dirigeants
ont été profondément marqués par des plans sociaux qu'ils ont été obligés de faire à un moment donné suite à des difficultés économiques de leur entreprise. Et ça les a tellement marqués au fer rouge qu'ils se sont dit non, plus jamais ça. Un autre exemple qui est amusant, qui est raconté dans un livre, le livre de Gates, Freedom Incorporated, Jean-François Zobrist, donc le patron, le directeur général nommé, donc ce n'est pas son entreprise à lui, le directeur général de Favi, répare sa tondeuse un week-end, et puis à un moment donné, il se dit, mais comment je devrais m'y prendre si je voulais que ma tondeuse à gazon soit réparée dans mon entreprise? Et il se dit, au bout d'un mois, je pense que je n'arrive pas au résultat. Et à partir de là, il se dit qu'il faut qu'il change quelque chose dans son entreprise. Donc voilà, dans la plupart des entreprises, il y a ce phénomène de révélation de la part de l'équipe dirigeante qui dit c'est plus possible, on ne peut plus fonctionner comme ça, il faut qu'on change de façon très très profonde. En anglais, on parle souvent, il y a ce terme qui s'appelle épiphanie, donc une révélation, une illumination, il faut que quelque chose se passe autrement. Deuxième caractéristique commune, et vous avez vu, il y a des petites musiques qui circulent de session en session à l'USI chaque année, la transparence. Et je ne suis pas le premier à en parler. Donc la transparence est quelque chose d'important dans les entreprises libérées. Et je vais vous donner quelques exemples. Alors la première transparence qu'on voit dans ce type d'entreprise en général, c'est de rendre public tous les postes et toutes les responsabilités de tous les salariés de l'entreprise. Donc vous savez ce que n'importe qui a à faire dans l'entreprise et quelles sont ses responsabilités. Quand on pousse un cran plus loin, ça va être l'ouverture dans certaines entreprises de toutes les réunions. Donc c'est le cas de Chronoflex. Vous pouvez assister à n'importe quelle réunion quand vous voulez, y compris des comités de direction, qui n'ont plus le même nom parce qu'ils n'ont plus trop de directeurs. Dans d'autres entreprises, on va jusqu'à rendre public les salaires. Donc ça va assez loin. Une étape aussi, souvent, c'est de rendre public tout ce qui est P&L, donc sur les affaires, par exemple. Communiquer la marche sur les affaires. C'est des tabous qui sont très très forts dans certaines entreprises. En général, les entreprises libérées ont passé ce step-là. Autre caractéristique de ces entreprises, l'authenticité. Celui-ci, il est assez ténu, mais il est, à mon sens, très important, parce qu'il prend à rebrousse-poil une croyance très très ancrée chez nous, globalement, qui est que quand on passe la porte de l'entreprise, on oublie qui on est personnellement et on commence à mettre le costume du rôle que l'entreprise nous a affecté. Et en fait, les entreprises libérées, ce qu'elles disent, c'est non, on est une seule et même personne. On travaille, certes, mais on a aussi une vie personnelle et on ne peut pas mettre un masque professionnel à chaque instant parce qu'au contraire, ce qu'on a envie de faire, c'est de faire en sorte que les gens s'investissent dans leur travail, s'engagent dans leur travail et donc qu'ils fassent une place à leur part d'humanité. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans des pratiques qui peuvent paraître très hippies, donc des séances de méditation collective. Il y a des gens qui ont supprimé tous les postes, c'est le cas de Gore-Tex. Donc, il n'y a plus de dénomination de postes affichés dans l'entreprise. Vous ne savez pas si vous êtes directeur, manager, commercial, parce que ce sont des rôles sociaux qui empêchent l'authenticité dans l'entreprise. Et donc cette authenticité, elle circule sur tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un discours authentique entre vous à l'intérieur, vous ne pouvez plus avoir un discours dissonant par rapport à l'extérieur. Et pour ceux qui ont assisté aux sessions d'hier, il y avait quelqu'un, je crois que c'était Patagonia, quelqu'un peut me rappeler qui a parlé de l'exemple de Patagonia, qui était l'entreprise qui a communiqué toute sa chaîne logistique vers l'extérieur et qui du coup a eu des conseils sur l'amélioration de sa chaîne logistique. Authenticité. Le suivant, c'est là. Le suivant, autonomie. Et j'aurais presque pu commencer par ça, parce que quand on parle d'entreprise libérée, il y a ça qui résonne un petit peu comme musique derrière. Et l'autonomie, en fait, c'est de dire que finalement, les gens qu'on recrute aujourd'hui, c'est quand même en moyenne des gens très éduqués, très bien formés, et qui savent très très bien ce qu'ils doivent faire pour faire en sorte que l'entreprise avance dans la bonne direction. Et donc, qu'est-ce que font les entreprises qui ont envie de favoriser l'autonomie? Très souvent, il y a un symbole très très fort, surtout dans les entreprises industrielles, c'est que le patron arrive, prend son pied de biche et arrache toutes les pointeuses à l'entrée de l'entreprise. Plus d'horaire. Le ministère de la Santé belge a permis à tous ses employés le télétravail. Donc les gens répondent à des dossiers, gèrent des dossiers d'administrés
de chez eux en télétravail. Il y a un film qui est sorti là-dessus il n'y a pas très longtemps, c'est assez impressionnant à regarder. Souvent, les gens sont complètement autonomes sur la gestion de leur budget. Donc si quelqu'un considère qu'il a à acheter une machine de 10 000 €, ben, il n'a pas besoin de suivre un circuit de validation avec 4 niveaux hiérarchiques, on lui fait confiance. Quand il achète une voiture, il n'a pas besoin de demander à sa mère et à sa grand-mère, il l'achète tout seul. Voilà, on est dans ce type de raisonnement. Et donc ça va jusqu'à des cas extrêmes où les gens disent ce qu'ils veulent comme augmentation ou comme bonus. Donc ils proposent quelque chose à la collectivité et il y a des phénomènes de concertation collectif où d'autres personnes vont leur émettre des avis favorables ou défavorables par rapport à cette demande d'augmentation. Et si tout le monde accède, ben, le gars a son augmentation, le gars ou la fille a son augmentation. Alors il y a une histoire chez Favi aussi qui est assez drôle et qui illustre parfaitement ça, c'est à 22h30, le téléphone sonne dans les locaux de Favi, et il y a à cette heure-là que la femme de ménage qui est en train de nettoyer les bureaux. Elle décroche et en fait elle a au bout du fil un client qui vient d'arriver, donc c'est en Picardie, hein, Favi, qui vient d'arriver à l'aéroport de Roissy et que voilà, il ne sait pas comment se rendre à l'usine, il ne sait pas où est son hôtel, il vient d'atterrir. Et donc la femme de ménage dit « bougez pas, j'arrive ». Et elle va chercher les clés de la voiture de service, elle prend une voiture de service sur le parking, elle va chercher le client à l'aéroport, elle l'emmène à son hôtel, elle retourne finir son travail après. Elle a appelé personne, elle a demandé l'autorisation à personne. Ce qu'elle a fait, c'est d'utiliser son bon sens pour respecter un des principes forts de l'entreprise qui est le respect du client. Donc vous voyez, je trouve que c'est des belles histoires qui disent beaucoup de choses sur ce qui peut se passer quand on laisse de l'autonomie aux gens. Et puis, un dernier point sur lequel je vais insister aujourd'hui, c'est le droit à l'erreur. Là aussi, vous en entendez souvent parler, notamment à l'occasion de l'USI. Là aussi, c'est des choses très ténues. La différence entre une entreprise qui laisse le droit à l'erreur et une entreprise qui ne laisse pas le droit à l'erreur, ce n'est pas grand-chose. C'est 2-3 mots bien ou mal placés d'un manager dans certaines situations. Voilà, donc si on résume les caractéristiques... Alors non, si j'ai un exemple quand même à vous donner sur le droit à l'erreur, notamment chez Poult. Donc vous voyez, donc ce slide, c'est les principes fondamentaux de Poult. Et dans la liste, vous avez presque toutes les thématiques qui rebouclent avec le droit à l'erreur, en particulier apprentissage dans l'action et droit à l'erreur. Donc voilà, c'est affiché aussi dans les communications de l'entreprise. Donc si on résume, les principes que j'ai mis en évidence, ce sont ceux-là. Le changement commence par les dirigeants, on l'a aussi entendu à l'USI. Il faut miser sur la transparence, il faut être authentique, il faut favoriser l'autonomie et l'évolution des processus, il faut permettre le droit à l'erreur. Et ce qui est intéressant par rapport au digital, c'est que finalement, toutes ces pratiques-là, qui sont, encore une fois, je répète, le fait d'entreprises qui sont passées d'une autre culture à cette culture-là, toutes ces pratiques rentrent en résonance avec des choses que les acteurs purs digitaux font. J'aurais pu vous faire les mêmes thématiques, vous prendre des exemples du monde digital, et ça aurait collé, en fait. C'est-à-dire que finalement, quand on dit à une entreprise industrielle, la plupart sont des entreprises industrielles, faites quelque chose pour mieux fonctionner, spontanément, elles vont trouver des modes de fonctionnement qui sont ceux sur lesquels les acteurs du digitaux se sont naturellement construits au moment de leur création. Et ça, c'est incroyable pour nos organisations, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité. C'est un signe d'espoir monumental quand on dit « ouais, mais je ne suis pas Google, vous me parlez d'Uber toute la journée, moi j'ai 100 ans d'existence, j'ai 10 000 salariés et je ne peux pas faire comme Uber ». Oui, c'est vrai, mais en revanche, vous pouvez faire comme eux, et ça, c'est assez réjouissant. Et je vais finir par une histoire. Cette histoire, c'est celle d'Obamacare, enfin healthcare.gov. Vous connaissez un petit peu cette histoire. En France, on a surtout parlé de la première partie. La première partie de l'histoire, c'est le 1er octobre 2013, quand après avoir dépensé 300 millions de dollars auprès de compagnies, de gros industriels du secteur, éditeurs, intégrateurs, dont je suis sûr qu'à peu près vous tous dans cette salle, vous les avez, pour certains dans vos fournisseurs d'ailleurs. Donc après avoir dépensé 300 millions de dollars pour créer healthcare.gov, ils ouvrent le site, il n'y a rien qui marche. Obama était parti pour entacher complètement son mandat, entacher sa marque dans l'histoire, parce que ce site était un fiasco.
Et ce qui s'est passé, c'est que de façon assez discrète, l'administration Obama est allée chercher quelques experts de très très haute volée chez des acteurs qui venaient du monde des startups du web. Et pas que des startups, des acteurs du web. Et notamment un chef de projet dont le titre était Site Reliability Engineer de chez Google. Ce monsieur, Mickey Dickerson, arrive et devient le responsable programme pour sauver le site Obamacare. En 6 semaines. 6 semaines. Après avoir dépensé 300 millions, ils sont passés de 40... Alors je parle technique, vous m'excuserez pour ceux qui ne sont pas techniques, mais ça parlera aux ingénieurs. Ils sont passés d'une disponibilité du site de 43% à une disponibilité du site de 95%. C'est-à-dire que vous étiez incapable de remplir le moindre contrat, et ça marchait à peu près décemment après 6 semaines. Ils sont passés de 8 secondes de temps de réponse à 340 millisecondes. Donc quelque chose d'absolument inutilisable à quelque chose qui marchait à peu près. Et ce fameux Mickey arrive, c'est marrant comme de dire ça comme ça, il arrive, et un des principes qu'il a fixé, c'est dans toutes les réunions, je ne veux pas qu'on parle des coupables, je veux qu'on parle des solutions. Interdiction de parler des coupables. On ne parle que de solutions en réunion. Et le jour où il y a quelqu'un qui a levé la main en disant « Ouh là là, je crois qu'il y a une panne majeure du site et c'est lié à quelque chose que j'ai fait », il a demandé à tout le monde dans l'open space de se lever et de l'applaudir. Et donc, moi, ce que je vous propose, si vous voulez commencer votre transformation digitale, c'est que la prochaine fois que vous voyez faire une erreur, vous vous levez et vous l'applaudissez. Merci à vous.